J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes prêts pour la suite des aventures de notre pauvre petite Emma, qui n'a pas l'air dans un mood exceptionnel pour le moment. J'ai eu quelques demandes en commentaire pour vous donner les pages pour que vous puissiez rentrer sur vos applications respectives où vous en étiez dans la lecture, notamment sur Livre Addict où du coup ça nous indique le pourcentage de notre avancée. Du coup là on en est à la page 107 et du coup à la fin de la lecture je vous tiendrai au courant également. Je peux déjà vous dire qu'on a dépassé le quart de l'histoire. N'empêche, pour une première lecture, je me suis pas attelée au truc le plus court, hein. Mais je sais pas, j'avais envie de le lire, donc je pense que j'ai bien fait de m'écouter. J'espère que vous êtes prêts pour la suite de ces aventures. Pour petit rappel, on a laissé Emma, du coup, dans un état de tristesse assez avancé. Elle est tombée en grosse déprime et du coup, Charles s'est dit que pour lui changer les idées et pour lui remonter le moral, qu'elle retrouve un petit peu son énergie d'avant, ils allaient déménager. On a donc assisté à leur arrivée dans leur nouveau village avec une petite présentation du village la dernière fois. Allons-y donc pour le chapitre 2 de la seconde partie. Emma descendit la première, puis Félicité, Monsieur Lheureux, une nourrice, et l'on fut obligé de réveiller Charles dans son coin où il s'était endormi complètement dès que la nuit était venue. Homais se présenta. Il offrit ses hommages à madame, ses civilités à monsieur, dit qu'il était charmé d'avoir pu leur rendre quelques services et ajouta d'un air cordial qu'il avait osé s'inviter lui-même, sa femme d'ailleurs étant absente. Madame Bovary, quand elle fut dans la cuisine, s'approcha de la cheminée. Du bout de ses deux doigts, elle prit sa robe à la hauteur du genou, et l'ayant ainsi remontée jusqu'aux chevilles, elle tendit à la flamme par-dessus le gigot qui tournait, son pied chaussé d'une bottine noire. Le feu l'éclairait en entier, pénétrant d'une lumière crue la trame de sa robe, les pores égaux de sa peau blanche, et même les paupières de ses yeux qu'elle clignait de temps à autre. Une grande couleur rouge passait sur elle, selon le souffle du vent qui venait par la porte entr'ouverte. De l'autre côté de la cheminée, un jeune homme à chevelure blonde la regardait silencieusement. Comme il s'ennuyait beaucoup à Yonville, où il était clerc chez maître Guillaumin, souvent monsieur Léon Dupuis, c'était lui, le second habitué du Lion d'Or, reculait l'instant de son repas, espérant qu'il viendrait quelques voyageurs à l'auberge avec qui causer dans la soirée. Les jours que sa besogne était finie, il lui fallait bien, faute de savoir que faire, arriver à l'heure exacte et subir depuis la soupe jusqu'au fromage, le tête-en-tête de Binet. Ce fut donc avec joie qu'il accepta la proposition de l'hôtesse de dîner en la compagnie des nouveaux venus. Et l'on passa dans la grande salle où madame Lefrançois, par pompe, avait fait dresser les 4 couverts. Homais demanda la permission de garder son bonnet grec de peur des coryzas. Puis, se tournant vers sa voisine, « Madame, sans doute, est un peu lasse. On est si épouvantablement chaoté dans notre hirondelle. »« Il est vrai, répondit Emma, mais le dérangement m'amuse toujours. J'aime à changer de place. »« C'est une chose si maussade, soupira le clerc, que de vivre cloué aux mêmes endroits. »« Oh, si vous étiez comme moi, dit Charles, sans cesse obligé d'être à cheval. Mais, reprit Léon, s'adressant à madame Bovary, rien n'est plus agréable, il me semble, quand on le peut, ajouta-t-il. Du reste, disait l'apothicaire, l'exercice de la médecine n'est pas fort pénible en nos contrées, car l'état de nos routes permet l'usage du cabriolet, et généralement l'on paye assez bien, les cultivateurs étant aisés. Nous avons sous le rapport médical, à part les cas ordinaires d'entérite, bronchite, affections bilieuses, etc., de temps à autre quelques fièvres intermittentes à la moisson, mais en somme peu de choses graves, rien de spécial à noter, si ce n'est beaucoup d'humeurs froides et qui tiennent sans doute aux déplorables conditions hygiéniques de nos logements de paysans. Ah, vous trouverez bien des préjugés à combattre, monsieur Bovary, bien des entêtements de la routine où se heurteront quotidiennement tous les efforts de votre science, car on a recours encore aux neuvaines, aux reliques, aux curés, plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien. Le climat pourtant n'est point, à vrai dire, mauvais. Et même, nous comptons dans la commune quelques nonagénaires. Le thermomètre, j'en ai fait les observations, descend en hiver jusqu'à 4 degrés, et dans la forte saison touche 25, et 30 centigrades tout au plus, ce qui nous donne 24 réaumur au maximum, ou autrement 54 Fahrenheit, mesure anglaise, pas davantage. Et en effet, nous sommes abrités des vents du nord par la forêt d'Argueil, d'une part, des vents d'ouest par la côte Saint-Jean de l'autre, et cette chaleur, cependant, qui à cause de la vapeur d'eau dégagée par la rivière, et la présence considérable de bestiaux dans les prairies, lesquels exhalent, comme vous savez, beaucoup d'ammoniac, c'est-à-dire azote, hydrogène et oxygène, azote et hydrogène seulement, et qui pompent en elles l'humus de la terre, confondant toutes ces émanations différentes, les réunissant en un faisceau pour ainsi dire, et se combinant de soi-même avec l'électricité répandue dans l'atmosphère, lorsqu'il y en a, pourrait, à la longue, comme dans les pays tropicaux, engendrer des miasmes insalubres. Cette chaleur, dis-je, se trouve justement tempérée du côté où elle vient, ou plutôt d'où elle viendrait, c'est-à-dire du côté sud, par les vents du sud-est, lesquels, s'étant rafraîchis d'eux-mêmes en passant sur la Seine, nous arrivent quelquefois tout d'un coup comme des brises de Russie.
Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs » continuait Madame Bovary parlant au jeune homme. « Oh, fort peu, » répondit-il. « Il y a un endroit que l'on nomme la pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là et j'y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant. »« Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, » reprit-elle. « Mais au bord de la mer, surtout. »« Oh, j'adore la mer, » dit Monsieur Léon. « Et puis, ne vous semble-t-il pas, » répliqua Madame Bovary, « que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite, dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal ?»« Il en est de même des paysages de montagne, » reprit Léon. « J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière, et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. On voit des pins d'une grandeur incroyable en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et, à 1000 pieds sous vous, des vallées entières quand les nuages s'entr'ouvrent. Oh, ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l'extase. Aussi je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelques sites imposants. « Vous faites de la musique » demanda-t-elle. « Non, mais je l'aime beaucoup, » répondit-il. « Oh, ne l'écoutez pas, Madame Bovary !» interrompit Homais en se penchant sur son assiette. « C'est modestie pure. Comment, mon cher? L'autre jour, dans votre chambre, vous chantiez l'ange gardien à ravir. Je vous entendais du laboratoire. Vous détachez cela comme un acteur. » Léon, en effet, logeait chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire qui déjà s'était tourné vers le médecin et lui énumérait les uns après les autres les principaux habitants d'Yonville. Il racontait des anecdotes, donnait des renseignements. On ne savait pas au juste la fortune du notaire, et il y avait la maison Tuvache qui faisait beaucoup d'embarras. Emma reprit. « Et quelle musique préférez-vous ?»« Oh, la musique allemande, celle qui porte à rêver. » « Connaissez-vous les Italiens ?»« Pas encore, mais je les verrai l'année prochaine quand j'irai habiter Paris pour finir mon droit. »« C'est comme j'avais l'honneur, dit le pharmacien, de l'exprimer à monsieur votre époux à propos de ce pauvre Yanoda qui s'est enfui. Vous vous trouverez, grâce aux folies qu'il a faites, jouir d'une des maisons les plus confortables d'Yonville. Ce qu'elle a principalement de commode pour un médecin, c'est une porte sur l'allée, qui permet d'entrer et de sortir sans être vue. D'ailleurs, elle est fournie de tout ce qui est agréable à un ménage, buanderie, cuisine avec office, salon de famille, fruitier, etc. C'était un gaillard qui n'y regardait pas. Il s'était fait construire au bout du jardin, à côté de l'eau, une tonnelle, tout exprès pour boire de la bière en été. Et si madame aime le jardinage, elle pourra... « Oh, ma femme ne s'en occupe guère, dit Charles. Elle aime mieux, quoi qu'on lui recommande l'exercice, toujours rester dans sa chambre à lire. »« C'est comme moi, répliqua Léon. Quelle meilleure chose en effet que d'être le soir au coin du feu avec un livre, pendant que le vent bat les carreaux, que la lampe brûle. »« N'est-ce pas ?» dit-elle en fixant sur lui ses grands yeux noirs tout ouverts. « On ne songe à rien, continuait-il, les heures passent. On se promène immobile dans des pays que l'on croit voir, et votre pensée, s'enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages. Il semble que c'est vous qui palpitez sous leur costume. »« C'est vrai, disait-elle. « Vous est-il arrivé parfois, reprit Léon, de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin, et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus délié ? » ?»« J'ai éprouvé cela, répondit-elle. C'est pourquoi, dit-il, j'aime surtout les poètes. Je trouve les vers plus tendres que la prose et qu'ils font bien mieux pleurer. »« Cependant, ils fatiguent à la longue, reprit Emma. Et maintenant, au contraire, j'adore les histoires qui se suivent tout d'une haleine, où l'on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés, comme il y en a dans la nature. »« En effet, observa le clerc, ces ouvrages ne touchant pas le cœur s'écartent, il me semble, du vrai but de l'art. Il est si doux parmi les désenchantements de la vie de pouvoir se reporter en idées sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Quant à moi, vivant ici, loin du monde, c'est ma seule distraction. Mais Yonville offre si peu de ressources. »« Comme Tost, sans doute, reprit Emma. Aussi, j'étais toujours abonnée à un cabinet de lecture. »« Si madame veut me faire l'honneur d'en user, dit le pharmacien qui venait d'entendre ces derniers mots, j'ai moi-même à sa disposition une bibliothèque composée des meilleurs auteurs. Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, l'écho des feuilletons, etc. Et je reçois de plus différentes feuilles périodiques, parmi lesquelles le Fanal de Rouen, quotidiennement, ayant l'avantage d'en être le correspondant pour les circonscriptions de Buchy, Forges, Neuchâtel, Yonville et les alentours. Depuis 2h30, on était à table, car la servante, Artémise, traînant nonchalamment sur les carreaux ses savates de lisière, apportait les assiettes les unes après les autres, oubliait tout, n'entendait à rien, et sans cesse laissait entrebâiller la porte du billard qui battait contre le mur du bout de sa clenche.
Sans qu'il s'en aperçût, tout en causant, Léon avait posé son pied sur un des barreaux de la chaise où Madame Bovary était assise. Elle portait une petite cravate de soie bleue qui tenait droit comme une fraise un col de batiste tuyauté. Et, selon les mouvements de tête qu'elle faisait, le bas de son visage s'enfonçait dans le linge ou en sortait avec douceur. C'est ainsi, l'un près de l'autre, pendant que Charles et le pharmacien devisaient, qu'ils entrèrent dans une de ces vagues conversations où le hasard des phrases vous ramène toujours au centre fixe d'une sympathie commune. Spectacle de Paris, titre de roman, quadrille nouveau et le monde qu'ils ne connaissaient pas. Tostes où elle avait vécu, Yonville où ils étaient. Ils examinèrent tout, parlèrent de tout jusqu'à la fin du dîner. Quand le café fut servi, Félicité s'en alla préparer la chambre dans la nouvelle maison, et les convives bientôt levèrent le siège. Madame Lefrançois dormait auprès des cendres, tandis que le garçon d'écurie, une lanterne à la main, attendait monsieur et madame Bovary pour les conduire chez eux. Sa chevelure rouge était entremêlée de brins de paille et il boitait de la jambe gauche. Lorsqu'il eut pris de son autre main le parapluie de monsieur le curé, l'on se mit en marche. Le bourg était endormi. Les piliers des halles allongeaient de grandes ombres. La terre était toute grise comme par une nuit d'été. Mais la maison du médecin se trouvant à 50 pas de l'auberge, il fallut presque aussitôt se souhaiter le bonsoir, et la compagnie se dispersa. Emma, dès le vestibule, sentit tomber sur ses épaules comme un linge humide, le froid du plâtre. Les murs étaient neufs, et les marches de bois craquèrent. Dans la chambre, au premier, un jour blanchâtre passait par les fenêtres sans rideaux. On entrevoyait des cimes d'arbres, et plus loin la prairie à demi noyée dans le brouillard, qui fumait au clair de la lune selon le cours de la rivière. Au milieu de l'appartement, pêle-mêle, il y avait des tiroirs de commode, des bouteilles, des tringles, des bâtons dorés avec des matelas sur des chaises et des cuvettes sur le parquet. Les deux hommes qui avaient apporté les meubles ayant tout laissé là, négligemment. C'était la 4e fois qu'elle couchait dans un endroit inconnu. La première avait été le jour de son entrée au couvent, la seconde celle de son arrivée à Tostes, la 3e à la Vaubyessard, la 4e était celle-ci. Et chacune s'était trouvée faite dans sa vie comme l'inauguration d'une phase nouvelle. Elle ne croyait pas que les choses puissent se représenter les mêmes à des places différentes, et puisque la portion vécue avait été mauvaise, sans doute ce qui restait à consommer serait meilleur. Fin du chapitre, et on termine avec une illustration. Waouh. En fait, j'adore parce que Charles, à chaque fois vraiment qu'il prend la parole, ou qu'il est décrit, il est vraiment à l'écart, complètement, et toujours un peu ridicule, genre il dort alors que tout le monde est réveillé, il parle d'un truc qui n'a rien à voir, enfin c'est toujours hyper intéressant comment il est traité. Et bien sûr, le fameux Léon, avec une complicité d'âme avec Emma, qui doit lui faire du bien. Voyons voir le chapitre 3. Le lendemain, à son réveil, elle aperçut Leclerc sur la place. Elle était en peignoir. Il leva la tête et la salua. Elle fit une inclination rapide et referma la fenêtre. Léon attendit pendant tout le jour que 6 heures du soir fussent arrivées. Mais en entrant à l'auberge, il ne trouva personne que M. Binet attablé. Ce dîner de la veille était pour lui un événement considérable. Jamais jusqu'alors il n'avait causé pendant 2 heures de suite avec une dame. Comment donc avoir pu lui exposer, et en un tel langage, quantité de choses qu'il n'aurait pas si bien dites auparavant? Il était timide d'habitude, et gardait cette réserve qui participe à la fois de la pudeur et de la dissimulation. On trouvait à Yonville qu'il avait des manières comme il faut. Il écoutait raisonner les gens mûrs et ne paraissait point exalté en politique, chose remarquable pour un jeune homme. Puis il possédait des talents. Il peignait à l'aquarelle, savait lire la clé de sol et s'occupait volontiers de littérature après son dîner, quand il ne jouait pas aux cartes. Monsieur Homais le considérait pour son instruction. Madame Homais l'affectionnait pour sa complaisance, car souvent il accompagnait au jardin les petits Homais, marmots toujours barbouillés, fort mal élevés et quelque peu lymphatiques, comme leur mère. Ils avaient pour les soigner, outre la bonne, Justin, l'élève en pharmacie, un arrière-cousin de monsieur Homais que l'on avait pris dans la maison par charité et qui servait en même temps de domestique. L'apothicaire se montra le meilleur des voisins. Il renseigna madame Bovary sur les fournisseurs, fit venir son marchand de cidre tout exprès, goûta la boisson lui-même et veilla dans la cave à ce que la futaille fût bien placée. Il indiqua encore la façon de s'y prendre pour avoir une provision de beurre à bon marché et conclut un arrangement avec l'Estiboudois, le sacristain, qui, outre ses fonctions sacerdotales et mortuaires, soignait les principaux jardins d'Yonville à l'heure ou à l'année selon le goût des personnes. Le besoin de s'occuper d'autrui ne poussait pas seul le pharmacien à tant de cordialité obséquieuse. Il y avait là-dessous un plan. Il avait enfreint la loi du 19 Ventose en 11, article 1er, qui défend à tout individu non porteur de diplôme l'exercice de la médecine. Si bien que, sur des dénonciations ténébreuses, Homais avait été mandé à Rouen, près de monsieur le procureur du roi, en son cabinet particulier. Le magistrat l'avait reçu debout dans sa robe, hermine à l'épaule et toque en tête. C'était le matin avant l'audience.
On entendait dans le corridor passer les fortes bottes des gendarmes et comme un bruit lointain de grosses serrures qui se fermaient. Les oreilles du pharmacien lui tintèrent, à croire qu'il allait tomber d'un coup de sang. Il entrevit des culs de basse-fosse, sa famille en pleurs, la pharmacie vendue, tous les bocaux disséminés, et il fut obligé d'entrer dans un café prendre un verre de rhum avec de l'eau de seltz pour se remettre les esprits. Cependant, le souvenir de cette admonestation s'affaiblit, et il continuait, comme autrefois, à donner des consultations anodines dans son arrière-boutique. Mais le maire lui en voulait. Des confrères étaient jaloux, il fallait tout craindre. En s'attachant M. Bovary par des politesses, c'était gagner sa gratitude et empêcher qu'il ne parlât plus tard s'il s'apercevait de quelque chose. Aussi, tous les matins, Homais lui apportait le journal, et souvent, dans l'après-midi, quittait un instant la pharmacie pour aller chez l'officier de santé faire la conversation. Charles était triste, la clientèle n'arrivait pas. Il demeurait assis pendant de longues heures sans parler, allait dormir dans son cabinet ou regarder coudre sa femme. Pour se distraire, il s'employa chez lui comme homme de peine, et même il essaya de peindre le grenier avec un reste de couleur que les peintres avaient laissé. Mais les affaires d'argent le préoccupaient. Il en avait tant dépensé pour les réparations de Tostes, pour les toilettes de madame et pour le déménagement, que toute la dot, plus de 3000 écus, s'était écoulée en 2 ans. Puis que de choses endommagées ou perdues dans le transport de Tostes à Yonville, sans compter le curé de plâtre, qui, tombant de la charrette à un chaos trop fort, s'était écrasé en 1000 morceaux sur le pavé de Quincampoix. Un souci meilleur vint le distraire, à savoir la grossesse de sa femme. À mesure que le terme en approchait, il la chérissait davantage. C'était un autre lien de la chair s'établissant, et comme le sentiment continu d'une union plus complexe. Quand il voyait de loin sa démarche paresseuse et sa taille tourner mollement sur ses hanches sans corset, quand vis-à-vis l'un de l'autre il la contemplait tout à l'aise et qu'elle prenait, assise, des poses fatiguées dans son fauteuil, alors son bonheur ne se tenait plus. Il se levait, il l'embrassait, passait ses mains sur sa figure, l'appelait petite maman, voulait la faire danser et débitait, moitié riant, moitié pleurant, toutes sortes de plaisanteries caressantes qui lui venaient à l'esprit. L'idée d'avoir engendré le délectait. Rien ne lui manquait à présent. Il connaissait l'existence humaine tout du long, et il s'y attablait sur les 2 coudes, avec sérénité. Emma d'abord sentit un grand étonnement, puis envie d'être délivrée pour savoir quelle chose c'était que d'être mère. Mais, ne pouvant faire les dépenses qu'elle voulait, avoir un berceau en nacelle avec des rideaux de soie rose et des béguins brodés, elle renonça au trousseau, dans un accès d'amertume, et le commanda d'un seul coup à une ouvrière du village, sans rien choisir ni discuter. Elle ne s'amusa donc pas à ces préparatifs où la tendresse des mères se met en appétit, et son affection dès l'origine en fut peut-être atténuée de quelque chose. Cependant, comme Charles à tous les repas parlait du marmot, bientôt elle y songea d'une façon plus continue. Elle souhaitait un fils. Il serait fort et brun. Elle l'appellerait Georges. Et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme, au moins, est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement. Inerte et flexible à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelque désir qui entraîne, quelque convenance qui retient. Elle accoucha un dimanche, vers 6 heures, au soleil levant. « C'est une fille !» dit Charles. Elle tourna la tête et s'évanouit. Presque aussitôt, madame Homais accourut et l'embrassa, ainsi que la mère Lefrançois du Lion d'Or. Le pharmacien, en homme discret, lui adressa seulement quelques félicitations provisoires par la porte entrebâillée. Il voulut voir l'enfant et le trouva bien conformé. Pendant sa convalescence, elle s'occupa beaucoup à chercher un nom pour sa fille. D'abord, elle passa en revue tous ceux qui avaient des terminaisons italiennes, tels que Clara, Louisa, Amanda, Atala. Elle aimait assez Galsointe, plus encore Iseux ou Léocadie. Charles désirait qu'on appelât l'enfant comme sa mère. Emma s'y opposait. On parcourut le calendrier d'un bout à l'autre et l'on consulta les étrangers. « Monsieur Léon, disait le pharmacien, avec qui j'en causais l'autre jour, s'étonne que vous ne choisissiez point Madeleine, qui est excessivement à la mode maintenant. » Mais la mère Bovary se récria bien fort sur ce nom de pécheresse. Monsieur Homais, quant à lui, avait en prédiction tous ceux qui rappelaient un grand homme, un fait illustre ou une conception généreuse. Et c'est dans ce système-là qu'il avait baptisé ses 4 enfants. Ainsi, Napoléon représentait la gloire et Franklin la liberté. Irma, peut-être, était une concession au romantisme, mais Athalie un hommage au plus immortel chef-d'œuvre de la scène française. Car ses convictions philosophiques n'empêchaient pas ses admirations artistiques. Le penseur chez lui n'étouffait point l'homme sensible. Il savait établir des différences, faire la part de l'imagination et celle du fanatisme.
De cette tragédie, par exemple, il blâmait les idées, mais il admirait le style. Il maudissait la conception, mais il applaudissait à tous les détails et s'exaspérait contre les personnages en s'enthousiasmant de leur discours. Lorsqu'il lisait les grands morceaux, il était transporté, mais quand il songeait que les calotins en tiraient avantage pour leur boutique, il était désolé. Et dans cette confusion de sentiments où il s'embarrassait, il aurait voulu tout à la fois pouvoir courroucer Racine de ses deux mains et discuter avec lui pendant un bon quart d'heure. Enfin, Emma se souvint qu'au château de la Vaubyessard, elle avait entendu la marquise appeler Berthe une jeune femme. Dès lors, ce nom-là fut choisi, et comme le père Rouault ne pouvait venir, on pria M. Homais d'être parrain. Il donna pour cadeau tout produit de son établissement, à savoir 6 boîtes de jujubes, un bocal entier de racaou, 3 coffins de pâte à la guimauve, et de plus 6 bâtons de sucre candi qu'il avait retrouvés dans un placard. Le soir de la cérémonie, il y eut un grand dîner. Le curé s'y trouvait, on s'échauffa. M. Homais, vers les liqueurs, entonna le Dieu des bonnes gens. M. Léon chanta une barcarolle, et Madame Bovary, mère, qui était la marraine, une romance du temps de l'Empire. Enfin, M. Bovary père exigea que l'on descendît l'enfant et se mit à le baptiser avec un verre de champagne qu'il lui versait de haut sur la tête. Cette dérision du premier des sacrements indigna l'abbé bournisien. Le père Bovary répondit par une citation de la guerre des dieux. Le curé voulut partir, les dames suppliaient. Homais s'interposa, et l'on parvint à faire rasseoir l'ecclésiastique, qui reprit tranquillement dans sa soucoupe sa demi-tasse de café à moitié bu. M. Bovary père resta encore 1 mois à Yonville, donc il éblouit les habitants par un superbe bonnet de police à galons d'argent qu'il portait le matin pour fumer sa pipe sur la place. Ayant aussi l'habitude de boire beaucoup d'eau de vie, souvent il envoyait la servante au Lion d'Or en acheter une bouteille que l'on inscrivait au compte de son fils. Et il usa, pour parfumer ses foulards, toute la provision d'eau de Cologne qu'avait sa bru. Celle-ci ne se déplaisait point dans sa compagnie. Il avait couru le monde. Il parlait de Berlin, de Vienne, de Strasbourg, de son temps d'officier, des maîtresses qu'il avait eues, des grands déjeuners qu'il avait faits. Puis il se montrait aimable, et parfois même, soit dans l'escalier ou au jardin, il lui saisissait la taille en s'écriant « Charles, prends garde à toi !» Alors la mère Bovary s'effraya pour le bonheur de son fils, et craignant que son époux à la longue n'eût une influence immorale sur les idées de la jeune femme, elle se hâta de presser le départ. Peut-être avait-elle des inquiétudes plus sérieuses. M. Bovary était homme à ne rien respecter. Un jour, Emma fut prise tout à coup du besoin de voir sa petite-fille, qui avait été mise en nourrice chez la femme du menuisier. Et, sans regarder à l'almanach si les 6 semaines de la Vierge duraient encore, elle s'achemina vers la demeure de Rollet, qui se trouvait à l'extrémité du village, au bas de la côte, entre la grande route et les prairies. Il était midi. Les maisons avaient leurs volets fermés, et les toits d'ardoise qui reluisaient sous la lumière âpre du ciel bleu semblaient à la crête de leurs pignons faire pétiller des étincelles. Un vent lourd soufflait. Emma se sentait faible en marchant. Les cailloux du trottoir la blessaient. Elle hésita si elle ne s'en retournerait pas chez elle ou entrerait quelque part pour s'asseoir. À ce moment, M. Léon sortit d'une porte voisine avec une liasse de papier sous son bras. Il vint la saluer et se mit à l'ombre devant la boutique de l'heureux, sous la tente grise qui avançait. Madame Bovary dit qu'elle allait voir son enfant, mais qu'elle commençait à être lasse. « Si, » reprit Léon, n'osant poursuivre. « Avez-vous affaire quelque part ?» demanda-t-elle. Et, sur la réponse du clerc, elle le pria de l'accompagner. Dès le soir, cela fut connu dans Yonville, et Madame Tuvache, la femme du maire, déclara devant sa servante que Madame Bovary se compromettait. Pour arriver chez la nourrice, il fallait, après la rue, tourner à gauche, comme pour gagner le cimetière, et suivre entre des maisonnettes et des cours un petit sentier que bordaient des troènes. Ils étaient en fleurs, et les véroniques aussi, les églantiers, les orties et les ronces légères qui s'élançaient des buissons. Par le trou des haies, on apercevait dans les masures quelques pourceaux sur un fumier ou des vaches embricolées frottant leurs cornes contre le tronc des arbres. Tous les deux, côte à côte, ils marchaient doucement, elle s'appuyant sur lui et lui retenant son pas qu'il mesurait sur les siens. Devant eux, un essaim de mouches voltigeait en bourdonnant dans l'air chaud. Ils reconnurent la maison à un vieux noyer qui l'ombrageait. Basse et couverte de tuiles brunes, elle avait en dehors, sous la lucarne de son grenier, un chapelet d'oignons suspendu. Des bourrées, debout contre la clôture d'épines, entouraient un carré de laitue, quelques pieds de lavande et des pois à fleurs montés sur des rames. De l'eau sale coulait en s'éparpillant sur l'herbe, et il y avait tout autour plusieurs guenilles indistinctes, des bas de tricot, une camisole d'indienne rouge et un grand drap de toile épaisse étalé en long sur la haie. Au bruit de la barrière, la nourrice parut, tenant sur son bras un enfant qui tétait. Elle tirait de l'autre main un pauvre marmot chétif, couvert de scrofules au visage, le fils d'un bonnetier de Rouen que ses parents trop occupés de leur négoce laissaient à la campagne.
« Entrez !» dit-elle. « Votre petite est là, qui dort ?» La chambre, au rez-de-chaussée, la seule du logis, avait au fond contre la muraille un large lit sans rideau, tandis que le pétrin occupait le côté de la fenêtre, dont une vitre était raccommodée avec un soleil de papier bleu. Dans l'angle, derrière la porte, des brodequins à clous luisants étaient rangés sous la dalle du lavoir, près d'une bouteille pleine d'huile qui portait une plume à son goulot. Un Mathieu Laenberg traînait sur la cheminée poudreuse, parmi des pierres à fusil, des bouts de chandelle et des morceaux d'amadou. Enfin, la dernière superfluité de cet appartement était une renommée soufflant dans des trompettes, image découpée sans doute à même quelques prospectus de parfumerie et que 6 pointes à sabot clouaient au mur. L'enfant d'Emma dormait à terre dans un berceau d'osier. Elle la prit avec la couverture qui l'enveloppait et se mit à chanter doucement en se dandinant. Léon se promenait dans la chambre. Il lui semblait étrange de voir cette belle dame en robe de nankin tout au milieu de cette misère. Madame Bovary devint rouge. Il se détourna, croyant que ses yeux peut-être avaient eu quelque impertinence. Puis elle recoucha la petite qui venait de vomir sur sa collerette. La nourrice aussitôt vint l'essuyer, protestant qu'il n'y paraîtrait pas. « Ah, elle m'en fait bien d'autres, disait-elle, et je ne suis occupée qu'à la rincer continuellement. Si vous aviez donc la complaisance de commander à Camus l'épicier qu'il me laisse prendre un peu de savon lorsqu'il m'en faut, ce serait même plus commode pour vous que je dérangerais pas, hein. » C'est bien, dit Emma. Au revoir, mère Rollet. Et elle sortit en essuyant ses pieds sur le seuil. La bonne femme l'accompagna jusqu'au bout de la cour, tout en parlant du mal qu'elle avait à se relever la nuit. « Ah, j'en suis si rompue quelquefois que je m'endors sur ma chaise. Aussi, vous devriez pour le moins me donner une petite livre de café moulu qui me ferait un mois et que je prendrais le matin avec du lait. » Après avoir subi ces remerciements, Madame Bovary s'en alla, et elle était quelque peu avancée dans le sentier lorsqu'à un bruit de sabot elle tourna la tête. C'était la nourrice. « Qu'y a-t-il » Alors la paysanne, la tirant à l'écart derrière un orme, se mit à lui parler de son mari, qui, avec son métier, est si franc parent que le capitaine... « Achevez plus vite, dit Emma. « Eh bien, reprit la nourrice, poussant des soupirs entre chaque mot, j'ai peur qu'il me fasse une tristesse de me voir prendre du café toute seule. Vous savez, les hommes... Puisque vous en aurez, répétait Emma, je vous en donnerai. Vous m'ennuyez. Hélas, ma pauvre chère dame, c'est qu'il a, par suite de ses blessures, des crampes terribles à la poitrine. Il dit même que le cidre l'affaiblit. Oh, mais dépêchez-vous, mère Rollet. Donc, reprit celle-ci, faisant une révérence, si ce n'était pas vous demander trop, elle salua encore une fois, quand vous voudrez, et son regard suppliait, un cruchon d'eau de vie, dit-elle enfin, et j'en frotterai les pieds de votre petite qui les a tendres comme la langue. Débarrassée de la nourrice, Emma reprit le bras de monsieur Léon. Elle marcha rapidement pendant quelque temps. Puis elle se ralentit, et son regard qu'elle promenait devant elle rencontra l'épaule du jeune homme, dont la redingote avait un collet de velours noir. Ses cheveux châtains tombaient dessus, plats et bien peignés. Elle remarqua ses ongles, qui étaient plus longs qu'on ne les portait à Yonville. C'était une des grandes occupations du clerc que de les entretenir, et il gardait à cet usage un canif tout particulier dans son écritoire. Ils s'en revinrent à Yonville en suivant le bord de l'eau. Dans la saison chaude, la berge, plus élargie, découvrait jusqu'à leur base les murs des jardins, qui avaient un escalier de quelques marches descendant à la rivière. Elle coulait sans bruit, rapide et froide à l'œil. De grandes herbes minces s'y courbaient ensemble, selon le courant qui les poussait, et comme des chevelures vertes abandonnées, s'étalaient dans sa limpidité. Quelquefois, à la pointe des joncs ou sur la feuille des nénuphars, un insecte à pattes fines marchait ou se posait. Le soleil traversait d'un rayon les petits globules bleus des ondes qui se succédaient en se crevant. Les vieux saules ébranchés miraient dans l'eau leurs écorces grises. Au-delà, tout alentour, la prairie semblait vide. C'était l'heure du dîner dans les fermes, et la jeune femme et son compagnon n'entendaient en marchant que la cadence de leurs pas sur la terre du sentier, les paroles qu'ils se disaient, et le frôlement de la robe d'Emma qui bruissait tout autour d'elle. Les murs des jardins, garnis à leur chaperon de morceaux de bouteilles, étaient chauds comme le vitrage d'une serre. Dans les briques, des ravenelles avaient poussé, et, du bord de son ombrelle déployée, Madame Bovary, tout en passant, faisait s'égrener en poussière jaune un peu de leurs fleurs flétries, ou bien quelques branches des chèvrefeuilles et des clématites qui pendaient en dehors, traînaient un moment sur la soie, en s'accrochant aux effilés. Il causait d'une troupe de danseurs espagnols, que l'on s'attendait bientôt sur le théâtre de Rouen. « Vous irez » demanda-t-elle. « Si je le peux » répondit-il. N'avait-il rien autre chose à se dire? Leurs yeux pourtant étaient pleins d'une causerie plus sérieuse. Et, tandis qu'ils s'efforçaient à trouver des phrases banales, ils sentaient une même langueur les envahir tous les deux. C'était comme un murmure de l'âme, profond, continu, qui dominait celui des voix. Surpris d'étonnement à cette suavité nouvelle,
Il ne songeait pas à s'en raconter la sensation ou à en découvrir la cause. Les bonheurs futurs, comme les rivages des tropiques, projettent sur l'immensité qui les précède leur mollesse natale, une brise parfumée. Et l'on s'assoupit dans cet enivrement sans même s'inquiéter de l'horizon que l'on n'aperçoit pas. La terre, à un endroit, se trouvait effondrée par le pas des bestiaux. Il fallut marcher sur de grosses pierres vertes espacées dans la boue. Souvent, elle s'arrêtait une minute à regarder où posait sa bottine, et, chancelant sur le caillou qui tremblait, les coudes en l'air, la taille penchée, l'œil indécis, elle riait alors de peur de tomber dans les flaques d'eau. Quand ils furent arrivés devant son jardin, Madame Bovary poussa la petite barrière, monta les marches en courant et disparut. Léon rentra à son étude. Le patron était absent. Il jeta un coup d'œil sur les dossiers, puis se tailla une plume, prit enfin son chapeau et s'en alla. Il alla sur la pâture, au haut de la colline d'Argueil, à l'entrée de la forêt. Il se coucha par terre sous les sapins et regarda le ciel à travers ses doigts. « Comme je m'ennuie !» se disait-il. « Comme je m'ennuie !» Il se trouvait à plaindre de vivre dans ce village, avec Homais pour ami et M. Guillaumin pour maître. Ce dernier, tout occupé d'affaires, portant des lunettes à branches d'or et favoris rouges sur cravate blanche, n'entendait rien aux délicatesses de l'esprit, quoiqu'il affectât un genre raide et anglais qui avait ébloui le clerc dans les premiers temps. Quant à la femme du pharmacien, c'était la meilleure épouse de Normandie, douce comme un mouton, chérissant ses enfants, son père, sa mère, ses cousins, pleurant aux maux d'autrui, laissant tout aller dans son ménage et détestant les corsets, mais si lente à se mouvoir, si ennuyeuse à écouter, d'un aspect si commun et d'une conversation si restreinte, qu'il n'avait jamais songé, quoiqu'elle eût 30 ans, qu'il en eût 20, qu'il couchasse porte à porte, et qu'il lui parlât chaque jour qu'elle pût être une femme pour quelqu'un, ni qu'elle possédât de son sexe autre chose que la robe. Et ensuite, qu'y avait-il? Binet, quelques marchands, 2 ou 3 cabaretiers, le curé, et enfin, Monsieur Tuvache, le maire, avec ses 2 fils, Jean Cossu, bourru, obtus, cultivant leurs terres eux-mêmes, faisant des ripailles en famille, des veaux d'ailleurs, et d'une société tout à fait insupportable. Mais, sur le fond commun de tous ces visages humains, la figure d'Emma se détachait isolée, et plus lointaine cependant, car il sentait entre elle et lui comme de vagues abîmes. Au commencement, il était venu chez elle plusieurs fois dans la compagnie du pharmacien. Charles n'avait point paru extrêmement curieux de le recevoir, et Léon ne savait comment s'y prendre entre la peur d'être indiscret et le désir d'une intimité qu'il estimait presque impossible. Allez, je fais un dernier petit chapitre puisque le suivant fait vraiment 3 pages, et il y a une très jolie petite illustration, donc je ne peux pas résister. Il n'y en avait pas pour ce chapitre-là. C'est la tristesse. Ah si, il y en avait un, j'avais oublié de vous le montrer. C'est Emma qui est tristounette. Regardez Bichette, la main sur son bidon. Du coup, dernier petit chapitre pour aujourd'hui, il fait 3 pages. On va pas se priver de 3 petites pages, enfin 4, 5. Bref, pas beaucoup quoi. Chapitre 4. Dès les premiers froids, Emma quitta sa chambre pour habiter la salle, longue pièce à plafond bas, où il y avait sur la cheminée un polypied touffu s'étalant contre la glace. Assise dans son fauteuil, près de la fenêtre, elle voyait passer les gens du village sur le trottoir. Léon, 2 fois par jour, allait de son étude au Lion d'Or. Emma, de loin, l'entendait venir. Elle se penchait en écoutant, et le jeune homme glissait derrière le rideau, toujours vêtu de la même façon et sans détourner la tête. Mais, au crépuscule, lorsque, le menton dans sa main gauche, elle avait abandonné sur ses genoux sa tapisserie commencée, souvent, elle tressaillait à l'apparition de cette ombre glissant tout à coup. Elle se levait et commandait qu'on mit le couvert. Monsieur Homais arrivait pendant le dîner. Bonnet grec à la main, il entrait à pas muets pour ne déranger personne, et toujours en répétant la même phrase. « Bonjour la compagnie !» Puis, quand il s'était posé à sa place contre la table entre les 2 époux, il demandait au médecin des nouvelles de ses malades, et celui-ci le consultait sur la probabilité des honoraires. Ensuite, on causait de ce qu'il y avait dans le journal. Homais, à cette heure-là, le savait presque par cœur, et il le rapportait intégralement avec les réflexions du journaliste et toutes les histoires des catastrophes individuelles arrivées en France ou à l'étranger. Mais, le sujet se tarissant, il ne tardait pas à lancer quelques observations sur les mets qu'il voyait. Parfois même, se levant à demi, il indiquait délicatement à madame le morceau le plus tendre, ou, se tournant vers la bonne, lui adressait des conseils pour la manipulation des ragoûts et l'hygiène des assaisonnements. Il parlait arôme, osmazôme, suc et gélatine d'une façon à éblouir. La tête d'ailleurs plus remplie de recettes que sa pharmacie ne l'était de bocaux. Homais excellait à faire quantité de confitures, vinaigres et liqueurs douces, et il connaissait aussi toutes les inventions nouvelles de caléfacteurs économiques, avec l'art de conserver les fromages et de soigner les vins malades. À 8 heures, Justin venait le chercher pour fermer la pharmacie. Alors, M. Homais le regardait d'un œil narquois. Surtout si Félicité se trouvait là, s'étant aperçu que son élève affectionnait la maison du médecin. « Mon gaillard, disait-il, commence à avoir des idées, et je crois, diable m'emporte, qu'il est amoureux de votre bonne. »
Mais un défaut plus grave et qu'il lui reprochait, c'était d'écouter continuellement les conversations. Le dimanche, par exemple, on ne pouvait le faire sortir du salon où Madame Homais l'avait appelé pour prendre les enfants qui s'endormaient dans les fauteuils en tirant avec leur dos les housses de calicot trop larges. Il ne venait pas grand monde à ces soirées du pharmacien, sa médisance et ses opinions politiques ayant écarté de lui successivement différentes personnes respectables. Le clerc ne manquait pas de s'y trouver. Dès qu'il entendait la sonnette, il courait au-devant de Madame Bovary, prenait son châle et posait à l'écart, sous le bureau de la pharmacie, les grosses pantoufles de lisière qu'elle portait sur sa chaussure quand il y avait de la neige. On faisait d'abord quelques parties de 31. Ensuite, M. Homais jouait à l'écarté avec Emma. Léon, derrière elle, lui donnait des avis. Debout et les mains sur le dossier de sa chaise, il regardait les dents de son peigne qui mordait son chignon. À chaque mouvement qu'elle faisait pour jeter les cartes, sa robe du côté droit remontait. De ses cheveux retroussés, il descendait une couleur brune sur son dos, et qui, s'apâlissant graduellement, peu à peu se perdait dans l'ombre. Son vêtement ensuite retombait des deux côtés sur le siège, en bouffant, plein de plis, et s'étalait jusqu'à terre. Quand Léon parfois sentait la semelle de sa botte posée dessus, il s'écartait, comme s'il eût marché sur quelqu'un. Lorsque la partie de cartes était finie, l'apothicaire et le médecin jouaient au domino, et Emma, changeant de place, s'accoudait sur la table à feuilleter l'illustration. Elle avait apporté son journal de mode. Léon se mettait près d'elle. Ils regardaient ensemble les gravures et s'attendaient au bas des pages. Souvent, elle le priait de lui lire des vers. Léon les déclamait d'une voix traînante et qu'il faisait expirer soigneusement au passage d'amour. Mais le bruit des dominos le contrariait. Monsieur Homais y était fort, il battait Charles à plein double 6. Puis, les 3 centaines terminées, ils s'allongeaient tous deux devant le foyer et ne tardaient pas à s'endormir. Le feu se mourait dans les cendres, la théière était vide. Léon lisait encore, Emma l'écoutait en faisant tourner machinalement l'abat-jour de la lampe, où étaient peints sur la gaze des pierrots dans des voitures et des danseuses de cordes avec leurs balanciers. Léon s'arrêtait, désignant d'un geste son auditoire endormi. Alors ils se parlaient à voix basse, et la conversation qu'ils avaient leur semblait plus douce, parce qu'elle n'était pas entendue. Ainsi s'établit entre eux une sorte d'association, un commerce continuel de livres et de romances. Monsieur Bovary, peu jaloux, ne s'en étonnait pas. Il reçut pour sa fête une belle tête phrénologique, toute marquetée de chiffres jusqu'au thorax et peinte en bleu. C'était une attention du clerc. Il en avait bien d'autres jusqu'à lui faire à Rouen ses commissions. Et le livre d'un romancier ayant mis à la mode la manie des plantes grasses, Léon en achetait pour madame qu'il rapportait sur ses genoux, dans l'hirondelle, tout en se piquant les doigts à leurs poils durs. Elle fit ajuster contre sa croisée une planchette à balustrade pour tenir ses potiches. Le clerc eut aussi son jardinet suspendu. Il s'apercevait soignant leurs fleurs à leurs fenêtres. Parmi les fenêtres du village, il y en avait une encore, plus souvent occupée. Car le dimanche, depuis le matin jusqu'à la nuit, et chaque après-midi, si le temps était clair, on voyait à la lucarne d'un grenier le profil maigre de M. Binet, penché sur son tour, dont le ronflement monotone s'entendait jusqu'au lion d'or. Un soir, en rentrant, Léon trouva dans sa chambre un tapis de velours et de laine, avec des feuillages sur fond pâle. Il appela Madame Homais. Monsieur Homais, Justin, les enfants, la cuisinière, il en parla à son patron. Tout le monde désira connaître ce tapis. Pourquoi la femme du médecin faisait-elle au clerc des générosités? Cela parut drôle, et l'on pensa définitivement qu'elle devait être sa bonne amie. Il le donnait à croire, tant il vous entretenait sans cesse de ses charmes et de son esprit, si bien que Binet lui répondit une fois fort brusquement. « Ah, que m'importe à moi, puisque je ne suis pas de sa société !» Il se torturait à découvrir par quels moyens lui faire sa déclaration, et toujours hésitant entre la crainte de lui déplaire et la honte d'être si pusillanime, il en pleurait de découragement et de désir. Puis il prenait des décisions énergiques, il écrivait des lettres qu'il déchirait, s'ajournait à des époques qu'il reculait. Souvent il se mettait en marche, dans le projet de tout oser, mais cette résolution l'abandonnait bien vite en la présence d'Emma. Et quand Charles, survenant, l'invitait à monter dans son boc pour aller voir ensemble quelques malades aux environs, il acceptait aussitôt, saluait madame et s'en allait. Son mari, n'était-ce pas quelque chose d'elle? Quant à Emma, elle ne s'interrogea point pour savoir si elle l'aimait. L'amour, croyait-elle, devait arriver tout à coup, avec de grands éclats et des fulgurations, ouragan des cieux qui tombe sur la vie, la bouleverse, arrache les volontés comme des feuilles et emporte à l'abîme le cœur entier. Elle ne savait pas que, sur la terrasse des maisons, la pluie fait des lacs quand les gouttières sont bouchées. Et elle fut ainsi demeurée en sa sécurité lorsqu'elle découvrit subitement une lézarde dans le mur. Et c'est fini! Et je vous montre du coup l'illustration du dernier chapitre tout court. J'ai bien fait de le lire, regardez, il était tout court. On n'allait pas les laisser comme ça dans l'incertitude. Bon bah ça sent l'adultère un petit peu, hein. Alors pour ceux qui veulent savoir la page, on est donc à la page 133, enfin 132 pour être exact, 133 on l'a pas encore lu. Alors,
ça s'est bousculé fort vite. En même temps, c'était un peu prévisible puisque Léon semble être la seule personne qui peut être intéressante pour Emma, étant donné que les hommes autour d'elle sont quand même forts, même les femmes d'ailleurs, sont quand même forts dans leur routine, alors qu'elle, elle a des idées très lyriques, très romantiques. Léon partage les mêmes choses, un rapprochement était certain. Là, du coup, on peut supposer qu'il va y avoir un rapprochement plus que mental, plus que psychologique, puisque la dernière phrase laisse à penser que la déclaration va avoir lieu, quoi. J'avoue que j'ai hâte et en même temps j'ai peur pour elle, parce que ça se voit. En fait, je trouve que la plume est vraiment hyper maligne parce que on sent à quel point tout ça c'est creux en fait. En tout cas, j'ai hyper hâte de lire la suite et encore plus hâte d'avoir vos ressentis par rapport à ce qu'on a découvert aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine pour la suite. Mouah, bisous tout plat.